Des brutes ont pris une photo d'elle dans les vestiaires, mais elle se trompait complètement sur qui elle était. Les néons bourdonnaient au plafond, tandis qu'Élodie Dubois se frayait un chemin dans le couloir bondé du lycée Saint-Michel. 3 semaines après la rentrée en terminale, elle se sentait toujours comme un fantôme hantant la vie de quelqu'un d'autre. Ses baskets usées ne faisaient aucun bruit sur le linoléum poli, tandis qu'elle se déplaçait entre des groupes d'élèves qui reconnaissaient à peine son existence. Théo Lemaire se matérialisa devant elle comme un prédateur, sentant une faiblesse. Sa veste de l'équipe de foot américain attira la lumière crue, et ses suiveurs se placèrent derrière lui avec une précision rodée. Le sourire du quarterback n'atteignit jamais ses yeux lorsqu'il se plaça sur son chemin, bloquant son accès aux cours de chimie. « Tiens, tiens !» traîna Théo, sa voix portant cette cruauté particulière que les adolescents perfectionnent. « Regardez qui nous avons là, la nouvelle mystérieuse. » Le père d'Élodie lui avait appris à reconnaître les menaces bien avant qu'elle ne comprenne pourquoi. Quelque chose dans la posture de Théo, la façon dont sa main se dirigeait vers son épaule dans ce qui semblait être un geste désinvolte, déclencha toutes les alarmes que son entraînement avait ancrées dans sa mémoire musculaire. Sa réponse fut automatique. La main d'Élodie se leva brusquement, attrapant le poignet de Théo avec une précision chirurgicale. Elle tordit le poids de son corps, appliqua une pression sur son articulation du coude, et soudain, le Golden Boy, intouchable, se retrouva plaqué contre les casiers, son bras sécurisé derrière son dos. Le couloir se tut. Même les néons semblèrent atténuer leur bourdonnement. Élodie le relâcha immédiatement, reculant en titubant avec de grands yeux. « Je suis désolé, je ne voulais pas. Et je pensais que tu allais... » Mais l'expression de Théo était déjà passée du choc à quelque chose de calculateur et de dangereux. Son humiliation exigerait une rétribution et Élodie savait qu'elle venait de peindre une cible sur son dos qui la suivrait pendant les mois restants de sa terminale. La caméra de surveillance au-dessus du bloc de casier numéro 12 captura tout. Dans le bureau de l'administration, quelqu'un examinait déjà la séquence, rembobinant le clip pour étudier la manœuvre défensive d'Élodie avec un intérêt professionnel. Le mouvement démontrait un entraînement que les adolescents civils ne devraient pas posséder. Élodie poussa les portes doubles menant à la cour, son cœur battant contre ses côtes. 17 ans d'instruction de son père, et elle avait grillé sa couverture en moins d'1 mois. La mémoire musculaire ne faisait pas la distinction entre les menaces réelles et les postures adolescentes. Technique impressionnante. Elle se retourna brusquement pour trouver Lucas Garnier adossé au mur de briques. Ses cheveux bruns tombèrent sur son front, et son sourire semblait assez sincère pour la mettre immédiatement sur ses gardes. « Trop pratique », murmura la voix de son père dans son esprit. « Personne n'est juste au bon endroit, au bon moment par hasard. »« Je ne sais pas ce que vous voulez dire », dit Élodie, ajustant les bretelles de son sac à dos. Elle remarqua que l'une des poches latérales était ouverte et ses doigts sondèrent le compartiment où elle gardait ses fournitures d'urgence. Le petit dispositif de suivi que son père avait insisté pour qu'elle porte avait disparu. Lucas se détacha du mur avec des mouvements décontractés qui semblaient intentionnels. Théo Lemaire n'est pas habitué à ce que quiconque lui tienne tête. La plupart des gens ici encaissent simplement ce qu'il distribue. Il tendit la main et Élodie remarqua des callosités sur ses paumes qui ne correspondaient pas à son apparence soignée. Quelque chose dans toute cette interaction semblait orchestré, comme des pièces se déplaçant sur un échiquier qu'elle ne pouvait pas voir. « Je devrais aller en cours », murmura Élodie, reculant vers le bâtiment. Mais Lucas suivit, maintenant une distance respectueuse qui semblait d'une certaine manière plus troublante qu'une poursuite directe. « Tu es en chimie de spécialité avec Monsieur Dubois, n'est-ce pas? Je peux t'y accompagner. » Il le dit comme s'il connaissait déjà son emploi du temps, comme s'il s'était préparé à cette conversation.
Le bureau du conseil des élèves bourdonnait d'activité tandis que Sophie Moreau était assise derrière son ordinateur portable, gérant la plateforme de confessions anonymes de l'école avec une efficacité impitoyable. Ses cheveux noirs, parfaitement coiffés, encadraient des traits qui auraient leur place dans un magazine, et ses doigts se déplaçaient sur le clavier avec la précision de quelqu'un menant une guerre numérique. « Nouvelle soumission !» annonça son assistante, faisant glisser une page imprimée sur le bureau. Sophie scanna le contenu d'un œil exercé, le catégorisant pour approbation ou suppression. La page « Secret du lycée Saint-Michel » était devenue son domaine, où les élèves déversaient leurs confessions dans sa boîte de collecte numérique, sans jamais savoir qui décidait quelle vérité verrait la lumière du jour. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. La fille du bois est là. Surveille de près toutes les soumissions à son sujet. Sophie supprima immédiatement le message. Elle avait déjà reçu des instructions similaires, mais jamais à propos de quelqu'un d'aussi spécifique. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, tandis qu'elle réfléchissait à son prochain mouvement. Contrôler l'information signifiait contrôler la réalité. Et la réalité au lycée Saint-Michel coulait au bout de ses doigts. Elle ouvrit un nouvel onglet de navigateur et afficha le formulaire de soumission de confession. Ses doigts dansèrent sur les touches alors qu'elle rédigeait un message qui façonnerait les conversations de demain. Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué que la nouvelle n'est pas ce qu'elle semble être? Je l'ai vu faire quelque chose de bizarre à Théo Lemaire aujourd'hui. Elle cache définitivement quelque chose. Elle programme sa publication dans 2 heures. Au déjeuner de demain, la moitié de l'école parlerait d'Élodie Dubois. Le bureau du proviseur Martin ressemblait à un musée, avec des diplômes et des récompenses recouvrant les murs. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, projetant des ombres de barreaux de prison sur son bureau en acajou, tandis qu'il repassait la séquence de surveillance pour la 4e fois. Chaque visionnage révélait de nouveaux détails sur la manœuvre défensive d'Élodie. « Entraînement professionnel », marmonna-t-il, figeant l'image où sa posture montrait une forme militaire parfaite. Les adolescents civils ne bougeaient pas comme ça, ne possédaient pas ce genre de conscience spatiale ou de vitesse de réaction. Son écran d'ordinateur affichait un dossier intitulé « Dubois, Élodie, vérification des antécédents ». Le contenu était intéressant à lire. Son téléphone de bureau sonna, affichant uniquement un numéro sans nom. « Ici », vint une voix qu'il reconnut. « Nous avons confirmation, c'est bien la fille. » La ligne crépitait de parasites, suggérant un cryptage ou une distance, probablement les deux. « Après 10 ans, elle entre directement sur notre territoire, » dit Martin, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. « Quelles sont les chances ?» Il se tourna vers la fenêtre, regardant les élèves se déplacer dans la cour comme des pièces sur un plateau de jeu. Certains jeux prenaient des décennies à jouer. Certains mouvements exigeaient un timing parfait et une patience infinie. « Devrions-nous procéder selon le plan initial ?» demanda la voix. Martin considéra cela pesant les risques par rapport aux récompenses. « Non, décida-t-il finalement. Changement de plan. Cela exige une approche plus subtile. » Il raccrocha sans attendre de confirmation, tendant déjà la main vers son téléphone sécurisé pour passer l'appel qui mettrait tout en mouvement. La confession fut mise en ligne à exactement 11h47. En quelques minutes, les réponses affluèrent d'utilisateurs anonymes, dont Sophie traquait les adresses IP, avec un logiciel qui rendrait nerveux les experts en cybersécurité. Elle modéra chaque commentaire avec soin, amplifiant la spéculation et supprimant les réponses de soutien. J'ai entendu dire qu'elle avait été dans 3 écoles différentes cette année, probablement expulsée pour s'être battue. Mon cousin va au lycée Victor Hugo. Il dit que des trucs bizarres se sont passés juste avant qu'elle ne parte. Rien de tout cela n'était vrai. Sophie fabriqua chaque rumeur avec une précision chirurgicale, comprenant exactement comment l'anxiété adolescente se propageait à travers les réseaux sociaux. Elle avait appris que la perception comptait plus que la réalité. Élodie trouva la confession pendant le déjeuner.
Son estomac se noua en lisant les commentaires, chacun plus vicieux que le précédent. Elle avait déjà vécu cela auparavant, mais jamais aussi rapidement, jamais aussi coordonné. « Ne les laisse pas t'atteindre », dit Lucas, se glissant sur le siège en face d'elle. Son plateau repas contenait de la nourriture qu'il ne semblait pas intéressé à manger. Les drames sur les réseaux sociaux ne durent jamais longtemps ici. Mais ses yeux suggéraient qu'il en savait plus qu'il ne l'admettait. « Comment ont-ils su ce qui s'est passé ?» demanda Élodie, faisant défiler des commentaires de plus en plus hostiles. La vitesse de propagation de l'information suggérait un effort organisé plutôt qu'un simple commérage. L'expression de Lucas se crispa presque imperceptiblement. Théo a beaucoup d'amis. La nouvelle se répand vite quand quelqu'un embarrasse le Golden Boy. Il tendit la main à travers la table, ses doigts frôlant les siens en prenant son téléphone. « Ça te dérange si je regarde ça ?» Elle le regarda faire défiler les commentaires. Sa mâchoire se serra en lisant et elle remarqua qu'il prenait des captures d'écran de plusieurs noms d'utilisateurs avant de lui rendre l'appareil. « Tu reconnais certaines de ces personnes ?» demanda-t-elle. « Je garde juste une trace de qui parle, » dit Lucas, mais son ton avait changé. Certains de ces comptes, ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Le bureau de l'orientation de Madame Picard sentait les bougies à la vanille et la fausse sympathie. Elle examina les dossiers de transfert d'Élodie avec une inquiétude théâtrale, ses lunettes de lecture perchées au bout de son nez, tandis qu'elle feuilletait des pages qu'elle avait clairement étudiées auparavant. « Je comprends que vous ayez fréquenté plusieurs écoles ces dernières années, » dit Madame Picard, sa voix portant ce ton de conseillère rodée. « Cela doit être difficile pour quelqu'un de votre âge, toute cette instabilité. » Élodie se déplaça sur la chaise en plastique inconfortable. « Ma famille déménage beaucoup pour le travail. Ce n'est pas vraiment un problème. » Mais les questions de Madame Picard semblaient trop spécifiques, trop ciblées sur des aspects particuliers de ses antécédents. Les conseillers d'orientation normaux ne posaient pas de questions sur les liens militaires ou ne cherchaient pas d'informations sur les parents décédés. La profession de votre père est indiquée comme étant entrepreneur fédéral, continua Madame Picard, consultant des papiers qui contenaient beaucoup plus d'informations que les transferts scolaires standards ne l'exigeaient. C'est assez vague. Quel genre de travail de sous-traitance fait-il? Conseil, dit Élodie avec précaution. Des trucs gouvernementaux ennuyeux, principalement de l'analyse informatique. Le casier de Théo le maire était un sanctuaire à ses propres réalisations. Mais aujourd'hui, son attention se concentra sur des captures d'écran imprimées étalées sur les étagères métalliques. Des images de diverses étudiantes capturées dans des situations compromettantes, leurs visages clairement visibles, leur vie privée complètement violée. « La nouvelle va être un problème », dit Aurélien Martin, adossé au casier adjacent. Il était le lieutenant de Théo, celui qui s'occupait des situations qui exigeaient moins de finesse et plus d'action directe. Théo passa son pouce sur l'une des photos. « Chaque fille a des faiblesses. Nous devons juste trouver les siennes. » Il ferma la porte du casier, dissimulant les preuves. « La page de confession fonctionne déjà. Donnez-lui encore quelques jours et elle sera complètement isolée. »« Et si l'isolement ne suffit pas ?» demanda Aurélien. Le sourire de Théo n'atteignit pas ses yeux. « Alors nous utilisons les photos pour ce qu'elles valent vraiment. Le lycée Saint-Michel a une politique de tolérance zéro pour les comportements inappropriés. C'est incroyable à quelle vitesse les réputations peuvent être détruites lorsque les bonnes preuves font surface. » Marc Lemaire regardait son frère de l'autre côté de la cafétéria. À 15 ans, il avait appris à reconnaître les signes qui précédaient les pires comportements de Théo. Il sortit son téléphone et ouvrit un SMS à un numéro inconnu. « Mon frère prépare quelque chose avec la nouvelle. Même schéma qu'avant. » Le message s'affichait comme livré mais non lu, comme des dizaines d'autres qu'il avait envoyés au cours des 2 dernières années. Quelqu'un quelque part collectait des preuves sur les activités de sa famille. La réponse vint rapidement. « Documente tout. Le schéma de ton frère est une preuve cruciale. » Marc supprima immédiatement la conversation.
Si Théo découvrait ces communications, les conséquences dépasseraient de loin la simple rivalité fraternelle. L'album de photos dans la section historique de la bibliothèque de l'école contenait des décennies de souvenirs d'étudiants. Élodie feuilleta les pages, tout en faisant des recherches pour son devoir, mais une section l'arrêta net. Une page intitulée « Promotion 2014 » montrait un visage familier parmi les portraits des terminales. Le sourire de sa mère ressemblait exactement au même. Le nom en dessous indiquait Rachel Martinez, pas Rachel Dubois comme Élodie l'avait toujours connue. Mais les yeux, la structure osseuse, la légère cicatrice au-dessus du sourcil gauche, tous les traits de sa mère sans équivoque. Ses mains tremblaient en photographiant la page avec son téléphone. Sa mère avait fréquenté le lycée Saint-Michel il y a exactement 10 ans. Sa mère n'avait jamais mentionné avoir vécu dans cette ville. Sa mère était décédée dans ce que les autorités avaient appelé un accident de voiture aléatoire, quand Élodie avait 7 ans. Sauf que maintenant, elle regardait des preuves qui suggéraient que la mort de sa mère n'avait peut-être pas été la fin de son histoire. « Vous trouvez ce que vous cherchez ?» Sophie Moreau se matérialisa à côté de sa table, son approche silencieuse et son timing suggérant qu'elle avait surveillé les progrès de la recherche d'Élodie. « Je travaille juste sur un projet d'histoire, » dit Élodie, refermant l'album avec désinvolture. Le sourire entendu de Sophie suggéra le contraire. C'est drôle comme le passé continue d'atteindre le présent. Parfois, les gens pensent qu'ils peuvent échapper à leur histoire en déménageant, en changeant de nom, en recommençant. Elle ouvrit son ordinateur portable avec une efficacité rodée. La page de confession a reçu des soumissions intéressantes à votre sujet. Les gens commencent à poser des questions sur vos antécédents, votre famille. Elle tourna l'écran vers Élodie, révélant un tableau de bord qui montrait non seulement les confessions publiées, mais des dizaines de soumissions en attente, des adresses IP et des analyses d'utilisateurs. L'interface suivait le comportement des utilisateurs avec la précision d'un logiciel de surveillance professionnelle. « Qui gère vraiment cette chose ?» demanda Élodie. Sophie ferma l'ordinateur portable. Les mêmes personnes qui attendent depuis 10 ans que tu rentres à la maison. Elle se leva, ajustant son sac à main de créateur. « Bienvenue à Saint-Michel, Élodie Dubois. Ta mère serait si fière de voir à quel point tu as grandi. » Le dispositif de contact d'urgence déguisé en clé USB contenait une technologie que la plupart des unités militaires reconnaîtraient. Élodie l'activa pendant son trajet de retour, établissant une communication cryptée avec des coordonnées qui remontaient à une installation sécurisée à 3 états de là. « Rapport de situation », vint la voix de son père à travers l'oreillette presque invisible. « Compromise », dit Élodie, conservant l'apparence d'une conversation téléphonique normale. « Ils savent qui je suis. Ils m'attendaient. » « Confirmé. Les renseignements suggèrent que l'opération est active depuis l'enquête de votre mère. Maintiens ta couverture. Les renforts sont déjà en position. » La ligne se coupa, la laissant avec plus de questions que de réponses et la certitude croissante que sa présence au lycée Saint-Michel servait des objectifs au-delà de son éducation. L'appel téléphonique du soir du proviseur Martin le mit en relation avec le juge Lemaire sur des lignes cryptées. Les 2 hommes avaient attendu une décennie pour ce moment, et tous 2 comprenaient que l'échec signifiait la divulgation de crimes qui pourraient détruire des générations d'influences soigneusement construites. « La fille montre plus de conscience que prévu, » rapporta Martin. « Elle a été entraînée à reconnaître la surveillance. » « Mes contacts dans le système fédéral confirment les antécédents de son père, » répondit le juge Lemaire. « Opération spéciale, analyse du renseignement. Nous avons chassé la fille d'un fantôme qui nous chassait. » La stratégie de la page de confession fonctionnait, continua Martin. L'isolement social la rendra plus vulnérable aux approches directes. « Et votre police d'assurance ?» demanda le juge Lemaire, faisant référence à un levier qu'il maintenait depuis des années. « Toujours sécurisé, » confirma Martin. « Les photographies motivent quiconque envisage de coopérer avec les enquêtes fédérales. » L'appartement de Lucas révéla plus sur sa véritable identité
que ce qu'un lycéen devrait posséder. Du matériel de surveillance remplissait une chambre d'amis et sa configuration informatique pouvait prendre en charge des opérations de cybersécurité pour les petites entreprises. Son téléphone sécurisé sonna, affichant uniquement des numéros. Elle commence à assembler les pièces, rapporta-t-il, téléchargeant des fichiers cryptés. La confrontation avec Théo le maire était exactement ce que vous aviez prédit. Et votre compromis émotionnel? Vint la réponse, abordant les préoccupations qui grandissaient depuis sa première conversation avec Élodie. Lucas hésita. Elle n'est pas ce que le matériel de briefing suggérait. Le profil psychologique ne correspond pas à la réalité. Reste concentré sur la mission. La sécurité de ta sœur dépend de la réussite de cette opération. La ligne se coupa, laissant Lucas avec le choix impossible entre les liens personnels et les obligations familiales. Il examina les photos de surveillance de sa sœur Anna, fréquentant les cours d'une école privée dans un autre État, ignorant que son éducation était achetée grâce à la coopération de son frère. Le réseau de caméras cachées qu'Élodie découvrit couvrait tout le district scolaire. Elle trouva le premier appareil en enquêtant sur des lumières scintillantes dans les toilettes du 2e étage, trouvant du matériel d'enregistrement sophistiqué déguisé en matériel d'entretien de routine. Son entraînement lui permit d'identifier une surveillance de qualité professionnelle que la plupart des gens ne remarqueraient jamais. L'équipement surveillait les conversations des élèves et enregistrait les comportements qui pourraient être utilisés pour le chantage. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Arrête de chercher ou des gens seront blessés ». Le message comprenait une photo de la sœur de Lucas dans son école privée. L'écran de l'ordinateur portable de Sophie montrait un accès en temps réel au smartphone des élèves. Son logiciel ne nécessitait aucune installation et ne laissait aucune trace que les analyses de sécurité classiques détecteraient. Elle fit défiler les SMS privés et les galeries de photos avec une efficacité désinvolte. Son analyse d'Élodie Dubois révéla une hygiène numérique prudente qui suggérait un entraînement professionnel, une présence minimale sur les réseaux sociaux, des applications de communication cryptées et des historiques de recherche qui indiquaient une collecte de renseignements systématiques. Son téléphone sécurisé vibra avec de nouvelles instructions. Intensifie la pression psychologique. Utilise la page de confession pour l'isoler complètement. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. La photo de la mère d'Élodie avait déclenché des souvenirs que Sophie pensait avoir réussi à enfouir. Sa propre adoption à l'âge de 7 ans, son arrivée à Saint-Michel dans des circonstances que personne n'avait jamais expliquées. Elle accéda à ses propres dossiers personnels. Les documents révélaient des incohérences qu'elle n'avait jamais remises en question auparavant. Son acte de naissance indiquait un lieu, ses premiers dossiers médicaux en indiquaient un autre, et ses papiers d'adoption contenaient des signatures qui ne correspondaient pas au sceau notarié. Quelqu'un avait construit son identité avec la même précision qu'il avait utilisée pour construire son rôle dans cette opération. Toute sa vie au lycée Saint-Michel avait été orchestrée par les mêmes personnes qui planifiaient l'arrivée d'Élodie Dubois depuis une décennie. Ses mains tremblèrent en composant un message privé « Je sais ce que vous avez fait à mes vrais parents ». La réponse vint immédiatement. « Concentre-toi sur ta mission, Sophie. Ton vrai père surveille tout ce que tu fais. » Le numéro du proviseur Martin apparut sur son identifiant d'appel. Elle répondit avec une compréhension croissante que son monde entier était sur le point de changer. « Bonjour, ma fille », vint sa voix. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation. » Sophie regarda le proviseur Martin à travers son bureau en acajou. L'homme qu'elle avait appelé un mentor prétendait maintenant être son père, et les preuves éparpillées entre eux racontaient une histoire de manipulation couvrant toute sa vie. « Vous avez tué mes vrais parents, » murmura-t-elle. « Tes vrais parents étaient des agents fédéraux, » admit Martin. « Ils ont découvert notre opération en 2008. Nous n'avions pas le choix. » Il fit un geste vers les moniteurs de surveillance montrant les élèves dans tout le bâtiment. «
Tu avais 7 ans. Nous t'avons donné une vie meilleure. » Les doigts de Sophie se dirigèrent vers le clavier de son ordinateur portable, commençant à taper un message qui détruirait tout. « Le proviseur. Martin dirige un réseau criminel. J'ai des preuves. » Mais avant qu'elle ne puisse le publier, son écran devint noir. Quelqu'un avait un accès à distance à son système. « Décevant, » dit Martin, tenant un appareil qui contrôlait toute l'infrastructure numérique de l'école. « J'espérais que tu serais plus reconnaissante. » Élodie reçut un message crypté pendant la 5e heure. « Opération du FBI active. Maintiens ta position. Ta mère est vivante. » Tout ce qu'elle croyait sur son passé se dissipa en quelques secondes. Sa mère n'était pas morte dans un accident de voiture. Elle était sous protection des témoins depuis 10 ans, travaillant avec des agents fédéraux pour monter un dossier contre le réseau criminel de Saint-Michel. Le colonel Rodriguez se matérialisa dans le couloir devant sa salle de classe. Sa présence confirma que les événements de ce soir avaient été planifiés des années à l'avance. « Il est temps de terminer ce que ta mère a commencé, » dit-il, la conduisant vers l'aile administrative. Lucas apparut à leur côté. « Ma sœur est en sécurité, » rapporta-t-il. « Les agents fédéraux l'ont extraite il y a 2 heures. » La salle d'audience du juge Lemaire était devenue un centre de commandement tandis que les agents du FBI coordonnaient les arrestations tout en examinant les preuves que la page de confession de Sophie avait involontairement conservées. Des années de conversations d'élèves et de messages privés avaient créé une piste de papier numérique documentant l'exploitation systématique. 47 arrestations, rapporta l'agent Rachel Martinez. La mère d'Élodie sortit de l'ombre pour la première fois depuis une décennie, son visage plus âgé, mais ses yeux inchangés. Théo Lemaire était assis menotté, sa collection de photographies fournissant des preuves reliant le réseau du lycée à des opérations de trafic national. Son père, le juge Lemaire, était déjà en cours de traitement en détention fédérale. Sophie comparut devant un juge fédéral. Sa coopération lui avait valu l'immunité, mais les dommages psychologiques nécessiteraient des années de thérapie pour être traités. Marc Lemaire entra dans le programme de protection des témoins. À 15 ans, il était trop jeune pour être poursuivi, mais ses enregistrements avaient fourni des preuves cruciales, décrivant des années à regarder sa famille détruire des vies, tandis que les forces de l'ordre fermèrent les yeux. La cérémonie de remise des diplômes du lycée Saint-Michel eut lieu 6 mois plus tard. Élodie traversa la scène en acceptant son diplôme d'un nouveau proviseur qui se souciait réellement du bien-être des élèves. Sa mère était assise dans le public, portant des vêtements civils, mais conservant la posture vigilante de quelqu'un qui avait passé une décennie à recueillir des preuves. Lucas rejoignit Élodie au pupitre. Son discours sur la justice et la rédemption lui valut des ovations debout de la part de camarades de classe qui comprenaient qu'ils avaient survécu à quelque chose d'extraordinaire. « Certaines batailles prennent des années à gagner, » dit-il, rencontrant les yeux d'Élodie. « Mais la vérité trouve toujours un moyen de faire surface. » Élodie Dubois commença sa première année à l'Académie du FBI, sa candidature étant accélérée en raison de circonstances exceptionnelles. Sa mère lui servit de mentor. Ensemble, elles représentaient 2 générations de femmes qui refusaient de laisser les criminels se cacher derrière l'autorité. Lucas Garnier étudia la cybersécurité au MIT, son expertise servant désormais des objectifs légitimes de maintien de l'ordre. Sa sœur Anna fréquenta l'école publique dans leur ville natale, son éducation étant financée par des avoirs criminels saisis plutôt que par la coopération de son frère avec les enquêtes fédérales. Les citoyens de Saint-Michel reconstruisirent lentement la confiance dans les institutions qui les avaient trahis. Une nouvelle direction, une surveillance fédérale et une implication communautaire garantirent que l'exploitation systématique des enfants ne serait plus jamais tolérée ou dissimulée. La justice, apprit Élodie, exigeait parfois de la patience, mais elle exigeait toujours du courage. Parler quand le silence serait plus facile, agir quand l'inaction serait plus sûre, et faire confiance au fait que la vérité finirait par triompher du pouvoir.